Bienvenue dans le débat sur France 24 consacré à la Tunisie, alors que le compte à rebours a commencé avant le référendum constitutionnel du 25 juillet. Après le gel du Parlement, Kais Saied avait décidé par décret d'organiser ce référendum pour valider une nouvelle constitution, puis des élections législatives le 17 décembre. Seulement voilà, un rapport de la Commission de Venise, organe consultatif du Conseil de l'Europe, souligne l'incongruité de l'annonce d'un tel référendum avant la publication du projet de la nouvelle constitution. Le président tunisien a sommé les membres de cette commission de quitter immédiatement la Tunisie pour ingérence dans les affaires internes. Ce rapport rejoint pourtant les critiques des différents partis tunisiens exclus du dialogue national par Kais Saied. L'UGTT, la puissante centrale syndicale, appelle à une grève nationale du secteur public le 16 juin. Dans ce contexte, le maintien du sommet de la francophonie en Tunisie est de plus en plus incertain. L'Algérie a appelé un retour à la démocratie. Les bailleurs de fonds comme le FMI ont émis des exigences de réforme. Alors comment la Tunisie se prépare-t-elle à ce référendum constitutionnel? Quels sont les objectifs de Kais Saied? Le président tunisien est-il de plus en plus isolé à l'intérieur et sur la scène internationale? Finalement, quel avenir pour la Tunisie de Kais Saied? On en débat avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Hakim El Karoui. Bonsoir. Bonsoir. Chercheur à l'Institut Montaigne, essayiste franco-tunisien, auteur de plusieurs rapports sur le Maghreb, et en l'occurrence la stabilité du Maghreb, un impératif pour l'Europe, et puis également Nouveau monde arabe, nouvelle politique arabe pour la France. Bienvenue à vous. En face de vous, Abdelmajid Ajmi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du comité central du parti Courant Populaire, c'est-à-dire un parti pro-Saïed. Bienvenue à vous également. Majid Bouden est avec nous. Bonsoir. Avocat franco-tunisien, président de l'Association des avocats en droit international à Paris. Nous avons avec nous en duplex de Tunis, Jawar bin Moubarak. Bonsoir. Vous êtes membre du comité exécutif du Front de salut national constitutionnaliste. On peut dire que votre comité s'oppose, lui, à justement Kais Saied. Bienvenue à vous également. Avant de démarrer ce débat, Hakim El Karoui, j'aimerais qu'on redonne un peu de contexte à ce qu'est la Tunisie aujourd'hui. Kais Saied a été élu pour son profil, on peut dire, apolitique, anticorruption, et depuis son arrivée au pouvoir, il a gelé les pouvoirs du Parlement, il a décidé par décret d'organiser un référendum constitutionnel le 25 juillet, puis des élections législatives le 17 décembre. La seule question qui sera posée lors de ce référendum sera: êtes-vous d'accord avec la nouvelle constitution? Comment expliquer, Hakim El Karoui, que le président Saied ait pu gouverner par décret? Quel est son objectif? Son objectif, c'est de passer à la Tunisie 3.0, au sens où il s'agit de changer les 10 ans d'acquis depuis 2011, toute la transformation politique. Il considère, et beaucoup de Tunisiens avec lui, ça c'est vrai, considèrent que ça a été un échec. Et cet échec, pour lui, c'est d'abord un échec institutionnel, et donc il veut changer les institutions. Et pour ça, il a fait la manière forte. Il a fait ce qu'on n'a pas osé appeler un coup d'État, le 25 juillet, et ensuite il a gelé, puis dissous toutes les institutions politiques. On peut appeler ça un coup de force. Ça s'appelle, techniquement, c'est un coup d'État. On ne l'a pas appelé coup d'État pour éviter ce coup d'État dans le langage international et avec les accords qu'il y a, ça pose des problèmes pour la coopération. Mais de fait, c'était un coup d'État présidentiel. C'est assez original. Les Tunisiens avaient inventé le coup d'État du Premier ministre en 87. Là, on a eu le coup d'État du président. Depuis, toutes les institutions ont été gelées et il refait tout seul un système institutionnel. Et c'est là où il y a un gros problème, c'est que comment est-ce qu'on peut voter sur un texte dont personne ne connaît les fondements quand il n'y a pas eu de débat sur un sujet aussi important, les institutions d'un pays? C'est ça ce que dit la Commission de Venise. Et très sincèrement, je pense qu'elle a raison. Majid Bouden, justement, cette commission de Venise a publié un rapport. C'est un organe consultatif du Conseil de l'Europe et elle dénonce ce que vient de dire effectivement Hakim El Karoui, le fait que difficile de faire un référendum sur une constitution alors que le texte n'est pas encore écrit. Kais Saied a sommé donc ses membres de quitter le pays en évoquant l'ingérence. Est-ce qu'elle a raison d'abord quand elle dit que c'est incongru, cette commission, ce qui se passe? La commission, elle est consultative, donc elle donne un point de vue. Qu'on l'accepte ou qu'on ne l'accepte pas, il faut le discuter. Le fait de répondre et de rejeter même la discussion avec cette commission, alors que la Tunisie elle participe à ces travaux, est une faute.
De la part du président, donc. Bien sûr, et de la part de l'État tunisien, puisque le président, il parle au nom de l'État tunisien. Là, il ne faut pas personnaliser uniquement la chose. La Tunisie a besoin de ces rapports internationaux, elle a besoin d'apaisement. On est en train de nous couper de tous nos partenaires. Le FMI, aujourd'hui, pose la crédibilité de la classe politique dans son ensemble. Pourquoi? Parce que le FMI... Juste sur la Commission. On va écouter justement le président Kais Saïed sur ce sujet. Je saisis l'occasion pour rappeler qu'il n'est pas question de s'immiscer dans nos affaires internes, comme le fait cette commission, dite Commission de Venise. Si un membre de cette commission se trouve en Tunisie, qu'il s'en aille sur le champ. Abdelmajid Ajmi, donc vous qui soutenez le président, pourquoi avoir viré, on peut le dire, finalement les membres de la commission de Venise, alors d'après ce qu'ont dit justement nos interlocuteurs, elle a tout de même raison? Alors, juste corriger un terme, on soutient le président, on ne soutient pas le président, on soutient le processus du 25 juillet qui est aujourd'hui porté par le président Kais Saïed. Ça aurait été quelqu'un d'autre, nous l'aurions soutenu aussi. Donc, ce processus, c'est un processus populaire et non pas un processus d'un an, parce qu'en fait, il est venu le 25 juillet suite à des manifestations, suite à un ras-le-bol général dans le pays. Et Kais Saïed a saisi cet instant pour lancer le processus du 25 juillet, que nous soutenons, bien évidemment, tant qu'il ne divise pas. Il a eu raison, justement, de les... Bien évidemment, il a eu raison. Il a eu raison de prendre... Alors, il a eu raison sur le fond. Sur la forme, ça aurait été le ministre des Affaires étrangères, ça aurait été un employé... Enfin, quelqu'un de la diplomatie tunisienne qui aurait pris cette position. Peut-être que les termes auraient été peut-être moins choquants pour les Occidentaux. Par contre, nous considérons que c'est de l'ingérence, ce que fait la Commission de Venise. La Commission de Venise, c'est une commission consultative pour l'Europe. Si la mémoire est bonne, consultative. Oui, non, mais si ma mémoire est bonne, c'est une commission qui a été créée après la chute du mur de Berlin pour régler des problèmes juridiques dans l'ex-URSS. Donc déjà, on est dans une position, on est dans un schéma où cette commission, elle appartient à un camp, donc qui n'est pas forcément... Un quoi, pardon? Elle appartient à l'Occident, à l'Europe. C'est pas une commission africaine, c'est pas une commission tunisienne. Donc quelque part, l'ingérence, elle vient du fait que c'est une commission donc vous contestez étrangère. Le fait que ça soit une ingérence européenne? C'est ce que vous dites. On dit que c'est cette commission a pratiqué de l'ingérence dans nos affaires. Elle appartient au Conseil de l'Europe, donc forcément c'est une ingérence européenne. Et vous ne prenez pas le risque justement de vous couper du Conseil de l'Europe? Écoutez, nous avons un processus de correction de ce qui s'est passé pendant 10 ans. Et bien, en fait, ce processus-là, il fâche un certain nombre de personnes, il fâche un certain nombre d'entités, d'États, de personnalités, de partis politiques. Ben, nous prenons ça tel qu'il est et nous continuons à avancer. Jawad bin Moubarak, votre réaction justement à ce que vient de dire Abdelmajid Ajmi? Merci beaucoup. Je ne sais pas si j'ai bien compris, si j'ai bien entendu, mais apparemment, il y a une problématique par rapport à l'ingérence de la Commission de Venise dans les affaires intérieures de la Tunisie. C'est ça, le fait que Kais Saïed leur ait demandé de quitter le pays. Oui. D'abord, je dois rappeler que la Tunisie est membre de la Commission de Venise. Il y a deux Tunisiens qui siègent à la Commission de Venise. Je cite Naïla Chaaban, doyen de la faculté des sciences juridiques, ainsi que Razi El Ghraïri, un juge administratif de renommée en Tunisie, et qui siège à la Commission. Et que par acte international, la Tunisie a adhéré à la Commission de Venise. Je rappelle aussi que la présidente de la Commission de Venise était dernièrement en Tunisie, avant l'apparition de cet avis consultatif, et elle a rencontré le président Kais Saïed et il n'a pas formulé d'objection par rapport à ça. Et puis elle a rencontré aussi des ministres du gouvernement de Kais Saïed. Elle a rencontré aussi Sadr Belhaïd, qui est chargé de la commission, chargé de préparer le projet de constitution. Elle a rencontré aussi l'un des amis les plus proches de Kais Saïed, à savoir Mohamed Salah Ben Issa, dernièrement, il y a quelques jours. Donc ça n'est pas de l'ingérence. Le ministre de l'Emploi...
Oui, là, ce n'était pas de l'ingérence. Dernièrement, il y a quelques jours, le ministre de l'Emploi tunisien a consulté sur une affaire particulière, ponctuelle, la commission de Venise. Tout au long de ce processus, la commission de Venise n'intervient pas dans les affaires intérieures de la Tunisie. Mais dès le moment que la commission adopte une position peut-être réservée par rapport au processus du coup d'État de Kais Saïed en entier, et particulièrement concernant l'ordonnance modifiant la composition de l'instance supérieure indépendante pour les élections, et concernant aussi la conformité du référendum en lui-même à la Constitution et aux standards internationaux, là, ça devient vraiment de l'ingérence dans les affaires intérieures de la Tunisie. Il s'agit d'un double discours, d'un discours classique, d'un apprenti dictateur. Hakim El Karoui, juste une réaction. Un apprenti dictateur, vous allez réagir également. Je vais réagir également, oui. Moi, je trouve la thématique de l'ingérence, elle est intéressante. Quand on sait que la Tunisie a été sauvée par l'ingérence des pays étrangers l'an dernier, qui ont fourni gratuitement des vaccins, et que la Tunisie vit aujourd'hui grâce aux financements internationaux. Donc la Tunisie est déjà dépendante, la Tunisie est interconnectée avec l'Europe qui est juste sa proximité, avec l'Algérie qui l'a beaucoup aidé. Donc il faut elle prend ce risque de s'isoler complètement de ceux qui sont en train de la soutenir. Alors, l'ingérence, elle vient du fait que, c'est une commission juridique, d'après, c'est pas une commission politique, et qui émet un avis politique sur un processus politique, notamment sur les élections, sur le timing, sur la Constitution. Ça, c'est de l'ingérence. La souveraineté nationale est une ligne rouge, et nous soutenons le président pour ça. À partir du moment où, donc j'entends le camarade Jawar qui disait il a été reçu il n'y a pas longtemps. Je suis désolé, Vladimir Poutine, quelques mois avant la guerre, il n'était pas persona non grata. Et tout le monde lui parlait et tout le monde le recevait. Vous comparez la Commission européenne avec Vladimir Poutine. Bien évidemment, c'est juste un parallèle pour dire que on reçoit par rapport à des positions qui étaient les leurs, et on fait une consultation juridique. Bien évidemment, si on est membre, et d'ailleurs le président Kais Saïed je pense la Tunisie va sortir de la commission, bien évidemment, là, vu ce qui se passe. C'est ce qui va se passer. Oui. Donc elle va se couper de la commission. Un mot peut-être ? La situation est très grave parce que c'est pas parce qu'une commission ou une autre partie émet un avis qu'on coupe les ponts, qu'on chasse les gens, qu'on expulse. Ça, c'est le 19e siècle. Le droit international en matière... Ou c'est le retour de la souveraineté nationale, tout simplement, attendez. Qu'on a oublié. Le droit international, aujourd'hui, il a évolué. Il a évolué depuis Nuremberg et il évolue de façon constante. Il ne considère pas que la souveraineté permet tout. Au XIXe siècle, la souveraineté permettait tout. C'est le discours aujourd'hui des régimes autoritaires comme la Chine, la Russie et la Turquie, où on veut dire par souveraineté, on fait ce qu'on veut, personne n'a droit de regard, les droits fondamentaux, ça n'existe pas. Et c'est la volonté du chef qui doit s'exprimer. C'est pas ça la souveraineté aujourd'hui, selon les standards internationaux. Donc, on est en train de nous séparer des standards internationaux et on est en train de nous isoler. Et les conséquences vont être très graves. On va avancer justement dans ce débat sur l'organisation de ce référendum constitutionnel. Abdelmajid Ajmi, un mot justement, comment le président peut-il effectivement se dire qu'il va écrire un texte de constitution dans les 2 mois qui viennent, qui doit être ensuite soumis à référendum le 25 juillet, alors que j'ai vu que la constitution de 2014, issue de la Révolution, a mis 4 ans finalement à sortir finalement texte et vote. Pourquoi est-ce que vous n'invitez pas non plus les partis à participer au dialogue ? C'est notre position. Nous, au Courant populaire, nous pensons que le dialogue doit être ouvert davantage aux partis politiques, à la société civile. Donc vous êtes différent de Kais Saïed là-dessus. Et quand je dis partis politiques, bien évidemment, les partis qui soutiennent le processus du 25 juillet. On ne peut pas demander à des gens qui s'opposent au processus du 25 juillet, à des partis politiques, de venir se mettre autour de la table pour discuter de quoi ? Ils rejettent en bloc le processus. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Il y aura une... Mais ils n'ont pas été invités, me semble-t-il, à participer au processus, les partis. Ils n'ont pas été invités et nous trouvons que c'est normal. Par contre, ce que nous trouvons pas... Mais pourquoi est-ce normal dans une démocratie ?
Parce que le problème, c'est que le processus du 25 juillet est venu comme une réponse à l'échec de ces partis-là au pouvoir pendant 10 ans, est venu une réponse à une pré-révolte populaire qui a commencé le 25 juillet. C'est venu en réponse à des problématiques économiques, politiques, à une kleptocratie qui a gouverné pendant 10 ans, des mafieux, des mafias. Nous avons au Parlement tunisien, nous avons des gens qui sont des contrebandiers, nous avons des gens qui ont des affaires de terrorisme, nous avons des gens qui ont des affaires en justice. La liste est longue. Donc c'est la pureté qu'incarne Kais Saïed aujourd'hui face aux partis corrompus. La rupture et le retour aux vraies valeurs de la Révolution. Jawar Ibn Moubarak, vous pouvez réagir justement à ce que vient de dire, à ce que viendrait Abdelmajid Ajmi. Votre parti, lui, n'a pas été invité à discuter de cette constitution. Est-ce que vous allez boycotter le vote? Est-ce que vous dénoncez la méthode de Kais Saïed? Oui, nous on dénonce tout le processus. Depuis le 25 juillet, nous considérons qu'il s'agit d'un coup d'État que nous boycottons d'une manière globale, y compris bien évidemment le référendum prévu pour le 25 juillet. D'ailleurs, référendum dont l'objet est jusque-là inconnu. On ne sait pas, il y a eu une ordonnance appelant les électeurs à répondre à une question sur un projet de constitution qui n'existe pas. La commission même qui est chargée de rédiger ce projet de constitution n'est pas encore constituée, n'est pas encore formée. Donc on ne sait pas de quoi il s'agit exactement, donc on boycotte le processus tout en entier. J'ai une petite remarque. Vous pensez que c'est la meilleure solution la question de la responsabilité de boycotter? Oui, bien évidemment, mais je voudrais simplement revenir sur un petit détail, sur la question des partis politiques qui sont responsables de l'échec de la transition démocratique, qui seraient probablement exclus de ce dialogue. D'abord, une grande partie de ces partis politiques ne revendiquent pas une participation à un tel dialogue. Il est vraiment bizarre de dire ça, parce que tout au long de ces 10 dernières années, nous avons eu une participation assez large de toutes les formations politiques. Le système de la transition était tellement ouvert que tout le monde pratiquement a participé à la transition démocratique et assume une partie de la responsabilité. Si on veut faire le bilan, finalement, si on veut exclure les partis qui ont participé soit aux différents parlements successifs, au gouvernement et à l'accompagnement de la transition démocratique, il ne reste pas grand-chose. Il reste quelques partis microscopiques et quelques partenaires de Kais Saïed. Même l'UGTT qui est l'organisation, la centrale syndicale principale en Tunisie, était un acteur fondamental de la transition démocratique dans la formation des gouvernements, dans la fixation des politiques publiques. Oui, même l'UGTT s'y oppose. Pardonnez-moi, je vous interromps. Et l'UGTT d'ailleurs appelle à la grève. On va les écouter. Donc l'UGTT, encore une fois, elle est en réunion en ce moment à Hammamet. Oui. Elle refuse de participer à ce dialogue parce qu'elle dit qu'il n'y a pas de visibilité de la part de Kais Saïed et ils appellent à la grève le 16 juin. On va les écouter. Nous avons averti à plusieurs reprises que tout appel au dialogue doit être fait de manière consultative. Il ne peut pas être fait par directive ou par décret. Lors du dernier appel à la consultation au dialogue lancé par le président de la République, il n'y a pas eu de consultation et cela va à l'encontre du décret numéro 30 qui a été publié sans consultation préalable alors qu'il aurait dû l'être. Hakim El Karoui, ça veut dire que le président se retrouve tout seul. Il le souhaitait, mais la réponse de l'UGTT, qui, elle, était invitée à discuter avec lui, je crois que c'est la même que celle des partis. Je crois vraiment que c'est le but et que ça vient de loin. Parce que lui, il considère qu'il est le dépositeur de la volonté populaire contre tous les partis, toutes les organisations, toutes les institutions. Et ça va tellement loin qu'il pense qu'il est le peuple. Et il exerce maintenant ce pouvoir-là d'une façon très autoritaire, très verticale, avec aussi des problèmes juridiques et de liberté publique, ce qui est nouveau. Je vous donne un exemple. Mehdi Ben Rarbiya, ancien ministre, député. Il y avait eu une affaire, le procureur de la République s'est saisi de cette affaire. Il était plaignant, il est devenu responsable. Il y a eu une enquête. Le juge d'instruction a conclu à un non-lieu. Le parquet s'est opposé. Il se trouve qu'il a un enfant, il a perdu sa femme, un petit enfant qui a 6 ans. Il a fait la grève de la faim. 30 jours, 29 jours de grève de la faim. Ils ont refusé de le libérer.
sans aucune justification. Ce qu'on voit maintenant en Tunisie, c'est donc, que... votre conclusion, c'est quoi? On n'est plus dans une démocratie, alors que c'était un des modèles des démocraties arabes, la Tunisie, après la Révolution. C'était le modèle. Il y a eu un travail très long, inefficace, qui, au bout de 10 ans, était un échec. Et ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Il fallait changer. Personne ne savait comment faire. D'une certaine manière, Kais Saïed a libéré quelque chose. Le problème, c'est qu'au lieu d'organiser une transition tout de suite, il a attendu et petit à petit, il a sapé tous les contre-pouvoirs. Et maintenant, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train d'imposer son pouvoir. On le voit avec ce cas-là de liberté publique, on le voit avec le cas de cette réforme institutionnelle qu'il est en train de décider tout seul. Et après, ça va être quoi? Ça ne va pas être un référendum sur la Constitution, ça va être un plébiscite pour ou contre Kais Saïed. Et ça, ce n'est pas du tout un modèle démocratique. Majid Bouden, est-ce qu'il y a encore des contre-pouvoirs en Tunisie? Aucun. Et le problème, c'est que depuis un certain temps, il y a des choses vraiment fondamentales. Il ne faut pas rester dans le sphère de la Constitution. Il faut se poser des questions fondamentales. Aujourd'hui, dans quel état est la Tunisie? La Tunisie dans une situation économique catastrophique. La Tunisie tend la main, ce qui est une humiliation. Et on a rompu tous les contacts avec le FMI, qui est le plus grand pourvoyeur de fonds. On est en train de rompre les relations avec l'Union européenne. On est en train de nous isoler. Et il faut se poser des questions simples. En 1980, la Tunisie avait le même PIB que la Corée du Sud. Aujourd'hui, la vente de Samsung pendant un week-end produit plus que le PIB tunisien. Bon, donc, de l'autre côté, il faut se poser la question que la Grande-Bretagne aujourd'hui, le Royaume-Uni, n'a pas de constitution et il fonctionne. Donc aujourd'hui, au lieu de régler le problème sérieux, fondamental, on est en train de nous chamailler, et ça fait 10 ans qu'on se chamaille sur des choses qui deviennent secondaires par rapport à la vie réelle. Et c'est là où on vient à la question de la crédibilité. La question fondamentale, c'est qu'il y a eu le régime Ben Ali. Il y a eu une révolution, on n'a pas tiré les leçons. Il n'y a eu personne n'a rendu compte. Il y a eu les 10 ans des islamistes, puisque c'est une... Ennahda. Et donc, personne n'a rendu compte. Kais Saïed prend ça, c'est un fait réel, mais au lieu au moins de demander des comptes à ceux qui ont créé ça, il ne bouge pas. Et c'est ça son problème. C'est qu'il n'a pas essayé de demander des comptes à ceux qui ont créé cette situation. Et il fait la même chose. Et on va continuer comme ça. Est-ce que c'est, Abdelmajid Hachmi, est-ce qu'on est quand même dans une dérive autoritaire? Écoutez, je vais rebondir sur 2-3 sujets qui ont été dits. On dit le problème, c'est pas la Constitution. Si, nous pensons que le problème est imminemment la Constitution politique. de 2014, issue de la Révolution. Aujourd'hui, la Constitution de 2014, qui est issue de la Révolution, a introduit ou a instauré un système politique que sa pratique a montré ses limites. Et un blocage des institutions. Et ça fait des années que nos institutions sont bloquées. Ça fait des années que nous avons, du temps de Béji Caïd Essebsi, on se souvient tous, quand Béji Caïd Essebsi avait une direction et son Premier ministre tenait une autre direction. Donc, changer la Constitution, c'est la priorité du président. Donc nous pensons que le système politique, alors pas forcément le système politique et le système électoral, ça, c'est les deux problèmes majeurs que nous avons aujourd'hui, qui empêchent le pays de tourner, qui empêchent les réformes économiques, qui ont instauré une espèce de consensus politique dont parlait Jawhar Ben Mbarak tout à l'heure. Pardonnez-moi, je vous interromps. Est-ce que vous savez exactement quelle constitution Kais Saïed veut mettre en place? Est-ce qu'on connaît ce texte? Les lignes sont claires aujourd'hui. C'est un régime présidentiel, c'est l'unification du pouvoir exécutif avec un président de la République qui a un pouvoir exécutif, avec un Parlement qui s'occupe des lois, tout simplement, et du contrôle, et avec une Cour constitutionnelle. Le Parlement aura du pouvoir sans les partis? Mais bien sûr qu'il y aura des partis. Qui n'a dit qu'il n'y avait pas de partis? Mais parce qu'il ne consulte pas les partis. Non, il ne consulte pas les partis, mais personne n'a dit. Il n'a jamais... Aujourd'hui, il n'est pas... De ce que nous savons, nous qui soutenons ce processus, il n'est pas question aujourd'hui de dire on dissout les partis ou il n'y aura plus de partis demain. Donc ça, ce n'est pas l'ordre du jour aujourd'hui. Est-ce qu'ils ne sont pas en état de déliquescence avec ce qui se passe? Justement, les partis, les corps intermédiaires. La démocratie tunisienne est en déliquescence. En fait, la démocratie depuis... vous parlez de données économiques. Les données économiques, ce n'est pas Kais Saïed qui en est responsable aujourd'hui. Lui, il a hérité d'une situation qui date de 10 ans. Je vais vous donner juste quelques chiffres, tout simplement. Juste quelques chiffres. En 2010, nous avons 15 milliards d'euros de dettes, 43% du PIB. Aujourd'hui, nous avons 82 milliards
de 82% du PIB, 32 milliards d'euros. En 2010, il y avait 440 000 fonctionnaires. Aujourd'hui, nous avons 800 000 fonctionnaires. Nous avons emprunté cette année, début 2022, 8,5 milliards de dinars, rien que pour payer les fonctionnaires. Cette situation-là, ce n'est pas Kais Saïed qui l'a créée, il a hérité de cette situation-là. Qu'aujourd'hui, il y ait des réformes économiques, il y a des réformes sociales à engager, et très vite, parce que les Tunisiens, ils sont en attente de ça. Ça, je vous l'accorde. Par contre, sur le plan politique, il faut régler la question politique. Tant qu'on n'a pas réglé la question politique, de la Constitution, du système politique, du mode électoral, on n'a rien réglé. Bon, il y a un calendrier, excusez-moi, juste au debout, il y a un calendrier, le 25 juillet, et le 17 décembre. 25 juillet, référendum, 17 décembre, élection, et après, vous pouvez dire, eh ben là, qu'est-ce qu'on fait des réformes économiques? Il y a des mesures urgentes à prendre, forcément, ça, il faut qu'elles soient prises avant, bien évidemment, parce que les gens ont des difficultés économiques, les gens ont des difficultés pour se nourrir, voilà, mais le processus politique est plus important. Hakim El Karoui vous répond. Pendant 10 ans, on a dit on ne peut pas faire de réforme à cause des institutions, parce que rien ne passera au Parlement. Depuis 10 mois, le président a tous les pouvoirs, peut faire toutes les réformes qu'il veut. Et il n'a rien fait. Les discussions qui s'éternisent avec le FMI, c'est quoi? C'est des discussions sur les réformes. La baisse de la masse salariale de la fonction publique, la privatisation d'une ou deux entreprises, un peu moins de compensation, un peu plus de libéralisation de l'économie. Rien de tout cela n'a avancé. Le FMI dit, nous, on a payé, on a financé la Tunisie pendant 10 ans, maintenant c'est fini. Le président a tous les pouvoirs, rien n'a été fait. Donc oui, il y a urgence, mais pourquoi est-ce qu'il ne fait rien ? Et pourquoi est-ce qu'il s'obstine à considérer que le seul sujet est institutionnel et juridique? Certes, il est professeur de droit. Et pourquoi le gouvernement n'est pas à la manœuvre? C'est ça qui est très frappant. Rien ne se passe que des discussions sur les institutions. Et pendant ce temps-là, il y a l'Ukraine, il y a la famine qui arrive, il y a l'inflation qui est extrêmement haute, et il y a une déstabilisation sociale qui va se produire. Et alors, la communauté, allez-y. Oui. Il y a une question fondamentale, c'est que le FMI, avec tous les pays du monde, il accepte la signature du ministre des Finances. Pour la Tunisie, ils ont vu que chaque parti politique, chaque classe, tout régime confondu, ne respectait pas sa parole et sa signature. Ils ont exigé que ce soit le ministre des Finances, le gouverneur de la Banque centrale, et puis ils ont compris que c'était pas respecté. Ils ont exigé la signature du Premier ministre. Maintenant, ils ont en plus élevé le niveau d'exigence. Ils veulent la signature de l'UGTT, de l'UTICA, etc. Et donc, mais on va où? Bravo avec le FMI, je suis d'accord avec vous. Je vous invite à lire le livre de Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie américain, qui était au FMI à la Banque mondiale et qui a fait un livre de 300 pages qui explique que le FMI n'est jamais intervenu dans un pays et qu'après son intervention, le pays reste debout. Le FMI, il met les pays à genoux. Il est en train de mettre la Tunisie à genoux. Mais c'est quoi? Il conditionne ses aides ou ses prêts à des réformes. Certaines sont bonnes. La réduction du nombre de fonctionnaires, je pense que c'est une bonne réforme parce qu'on a trop de fonctionnaires, on a le même nombre de fonctionnaires qu'en Allemagne, alors qu'ils sont 7 fois plus nombreux que nous. Par contre, le FMI, il fait de l'ingérence, il demande de la privatisation, il y a des lobbies derrière, le FMI demande de la levée des barrières douanières, chose qu'il ne demande pas. Donc pour vous, Kais Saïed, en fait, il n'est pas question de faire appel au FMI, en tout cas, c'est votre position. Pour nous, Coran populaire, il n'est pas question de faire appel au FMI. Juste pour terminer, parce que je voudrais qu'on avance, Jawar bin Moubarak, juste un mot justement sur le FMI, vous pouvez répondre s'il vous plaît, et ensuite on va parler de la communauté internationale, pas seulement du FMI. Non, je voudrais d'abord un peu corriger un chiffre sur le volume de la dette. C'est pas 82% du PIB, ça a remonté depuis une année à presque plus que 100% du PIB. La dette est très forte, on va dire. Ce n'est pas vrai, c'est 82%, ici pas remonté. Vous faites insinuation que c'est remonté parce que Kais Saïed est aux manettes depuis un an. Ce n'est pas vrai. Le seul prêt qu'il a engagé depuis le 25 juillet, c'est 8,5 milliards de dollars pour payer les fonctionnaires que Nada a embauché. Laissez-le terminer, s'il vous plaît. Allez-y, Jawar. Une autre remarque sur la dérive autoritaire du pouvoir de Kais Saïed. Il faut simplement rappeler que Kais Saïed a commencé dès le 25 juillet par la dissolution de l'instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des lois. C'était l'une de ses premières mesures. La dissolution par la suite du Conseil supérieur de la magistrature et sa reconstitution à sa manière. Puis sa décision d'immuniser totalement ses ordonnances et ses décrets lois contre
contre toute attaque et contrôle judiciaire. Il faut aussi rappeler que l'époque de Kais Saïd, c'est le retour de la séquestration des individus, c'est la limitation de la liberté de circulation, c'est la violence policière. Le 14 janvier dernier, on a vu un exemple d'un retour de la violence policière, c'est les procès politiques, c'est le recours aux tribunaux militaires pour juger des civils et juger des députés, c'est le transfert de 120 députés devant la justice pour la tenue d'une séance plénière de l'Assemblée nationale. C'est ça le régime de Kais Saïd, c'est un retour à un régime autoritaire et très, très populiste et dangereux. Sur la question de... Oui, sur le FMI, rapidement. Oui. Excusez-moi. Sur le FMI, vous vouliez dire quelque chose sur le FMI? Non, sur le FMI, il faut d'abord relever la question politique avant les questions techniques. Dans les discussions du FMI avec le gouvernement, il y a un fond politique, c'est-à-dire il y a un fond de crise politique parce que le gouvernement de Mme Bouden n'est pas un gouvernement légal. C'est pas un gouvernement qui a passé par les canaux constitutionnels, il n'a pas été autorisé par le Parlement, il n'a pas obtenu un vote de confiance. Donc tous les engagements internationaux de ce gouvernement sont douteux. Et c'est pour cela aussi, pas pour des raisons techniques bien évidemment, pour des raisons d'exigence financière et de réforme, que l'FMI bloque le financement du déficit budgétaire, mais aussi parce qu'il y a un problème politique, un problème d'instabilité politique et un problème aussi de visibilité. L'avenir de la Tunisie avec Kais Saïd est incertain, donc les bailleurs de fonds trouvent beaucoup de difficultés techniques et politiques pour s'engager dans des discussions crédibles avec le gouvernement Bouden. Hakim El Karoui, pour rebondir justement sur ce qu'il vient de dire, la communauté internationale commence à réagir, elle s'interroge effectivement sur ces dérives autoritaires. Est-ce qu'il est question, par exemple, que la francophonie, que le sommet de la francophonie, donc, qui devait avoir lieu à Djerba, en Tunisie, n'ait pas lieu donc en Tunisie, parce que manifestement le Canada s'y opposerait, les États-Unis, qui ne sont pas d'ailleurs, en tout cas les États-Unis, eux, comptent réduire de moitié leur aide à la Tunisie au titre du budget donc de l'année 2023. Là, ils disent, les États-Unis, que c'est un moyen de rétorsion économique qui sonne vraiment comme un avertissement. Est-ce qu'effectivement, la Tunisie, aujourd'hui, est en train de s'isoler? Et est-ce que le sommet de la francophonie va finir par ne pas avoir lieu, même en Tunisie? Ça, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a deux types de réactions suivant en fait la proximité. Les Américains, les Canadiens, et notamment l'équipe Biden. L'équipe Biden, elle a fait campagne sur le retour de la démocratie, le soutien à la démocratie après Trump. Ils voient d'un très mauvais œil ce qui se passe en Tunisie, et ce sont les plus actifs, les plus restrictifs. Les Européens, c'est un peu différent. Les Européens, ils sont gênés aux entournures, d'abord parce qu'il y a une bienveillance naturelle et depuis longtemps vis-à-vis de la Tunisie. Ensuite, parce que la Tunisie ne fonctionne encore que grâce au soutien des Européens. Ceux qui sont contre l'ingérence étrangère, ils payent leurs dettes et ils ne dépendent pas de l'étranger. Quand la Tunisie a été colonisée, c'était en 1881. C'était à cause du surendettement. Et c'était déjà ça. C'était à cause du surendettement. Donc aujourd'hui, elle est surendettée parce qu'elle est très mal gérée. Donc ceux qui gèrent la Tunisie devraient mieux la gérer. Les Européens, ils sont gênés parce que d'abord, ils ne veulent pas de déstabilisation. Leur sujet premier, c'est la stabilité. Et notamment les Français. Et les Français, ils préfèrent être un peu en arrière-main parce que... Les Français, on ne les entend pas. On ne les entend pas parce que quoi qu'ils disent, ils seront attaqués, dans un sens ou dans un autre. S'ils soutiennent trop, ils vont être attaqués par les opposants. S'ils critiquent, ils vont être attaqués par le président. Et il y a tellement de liens politiques, économiques et humains qu'ils préfèrent rester discrets. Et donc les Européens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont donné très récemment 380 millions d'euros pour payer à peu près les salaires des fonctionnaires. Donc ils essayent d'assurer la stabilité. Ils veulent voir jusqu'où ça va aller, le processus de transition politique. Mais si la Constitution est présentée aux Tunisiens 10 jours avant l'élection, si cette Constitution est une Constitution totalement présidentialiste, et si le jour du référendum, le résultat est grotesque, parce qu'il y aura eu très peu de participation, les Européens ils vont se retourner, ils vont dire maintenant, c'est fini. Mais ceux qui seront à la manœuvre, le plus en avant, ce seront les Américains. Justement, alors vous pouvez rebondir là-dessus. La Tunisie s'isole. Alors, je voudrais rebondir sur le... Plus d'aide américaine, peut-être plus d'aide européenne. La dérive autoritaire et sur ce qu'il donnait. En tout cas, depuis le 25 juillet, nous n'avons pas d'assassinat politique, nous n'avons pas
les opposants manifestent librement. Alors, dites-moi, où est-ce qu'il y a une dictature où les opposants à la dictature manifestent librement ? Qui est que M. Sayed, en tant que président, dans son processus du 25 juillet, a une façon de faire... Excusez-moi, laissez-le terminer, Jawad, s'il vous plaît, laissez-le terminer. Je termine. Jawad Benbalak, moi je me souviens d'un plateau sur France 24. Laissez-le terminer, vous réagirez ensuite. Qu'on a eu l'assassinat politique en 2013. Vous réagirez ensuite. Chokri Belaïd et Mohamed Lebrah, mais c'est des assassinats politiques. Et j'en passe, et des meilleurs. Et moi je me souviens d'un plateau de Jawad Benbalak où il disait que Ennahda c'est le terrorisme. Et aujourd'hui, de le voir, moi, dans le même camp et manifester côte à côte et faire des réunions avec El Ghanouchi et toute la clique d'Ennahda, je trouve ça pour le moins arriviste, c'est tout. Voilà. Mais sur l'isolement international... La Tunisie, elle se met en danger. Certes, nous avons un problème à régler là-dessus. Maintenant, nous avons un processus, nous avons un calendrier. La communauté internationale a demandé à Kais Saied de donner de la visibilité, de donner un calendrier. Il l'a fait. Donc aujourd'hui, elle n'est pas satisfaite, manifestement. Pardonnez-moi, en fait, c'est oui, pas les Européens sauf ou les Américains. Sauf que les positions aujourd'hui ne sont pas très tranchées. Donc, bien évidemment, ils attendent le respect de ce calendrier. Et il est certain que s'il y a un dérapage sur ce calendrier-là, les discussions vont être différentes. Maintenant, nous tenons à notre souveraineté nationale. Je pense que le calendrier aujourd'hui qui est posé, il est réaliste. C'est de la souveraineté internationale ou c'est du nationalisme que vous défendez? Alors en France, quand on parle de souveraineté à gauche, on parle de souveraineté à droite, c'est pas forcément du nationalisme. Quand Jean-Pierre Chevènement parle de souveraineté, c'est pas du nationalisme. Mais vous ne souhaitez pas vous couper des États-Unis ou de l'Europe? On ne souhaite pas nous couper de personne. Par contre, nous souhaitons redistribuer, nous souhaitons rebâtir nos relations internationales sur des bases de gagnant-gagnant et sur des relations d'égal à égal. Aujourd'hui, les relations qu'a la Tunisie, bien évidemment qu'on a des dettes et tout ça. Hakim Melkar vous répond. La souveraineté, c'est payer ses dettes. La souveraineté, c'est ne pas dépendre des autres pays pour pouvoir payer ses fonctionnaires. La souveraineté, aujourd'hui, c'est faire des réformes. La souveraineté, c'est ouvrir le pays qui a eu un écho, un élan de sympathie internationale extraordinaire après les printemps arabes, seule démocratie du Proche-Orient, du monde arabe, qui est en train aujourd'hui de se refermer. Donc là, c'est le contraire. C'est le contraire de la souveraineté. Le pays va dans le mur. Un pays qui va dans le mur, ce n'est pas un pays souverain. La souveraineté, c'est aussi de renégocier les contrats qui sont déséquilibrés que nous avons avec l'Occident, avec la France. Quel contrat? Par exemple, de la dette à 0,2% pendant 20 ans? Non. Excusez-moi, c'est une dette extraordinaire, extraordinairement peu chère. Ce n'est pas vrai, nous ne voulons pas d'aide, nous ne voulons pas de charité, nous payerons nos dettes. Et si on fait des réformes qui s'imposent, notamment la réforme agraire, notamment une réforme agraire importante, la réforme de la fonction publique, bien évidemment que nous serons en mesure de payer nos dettes. Et là, on pourra parler différemment. Par contre, aujourd'hui, quand je vois des relations déséquilibrées, et ben là, je dis, il y a un problème de souveraineté nationale. La situation est très grave. Il faut sortir de cet isolement dans lequel la Tunisie s'est mise. Et je parle de la Tunisie puisqu'on parle de relations d'État à État. Et il faut prendre conscience que que cette question de référendum ne doit pas masquer l'essentiel. Qui est l'essentiel? C'est les réformes économiques immédiates. C'est pas demain matin, c'est ce soir. Deuxièmement... On n'y est pas, manifestement. On n'y est pas. Et c'est ça l'inconscience. Deuxième chose, et il y a un problème, il faut rendre compte de ça. Parce que et en même temps, elles n'ont pas été menées depuis 10 ans, les réformes économiques. Depuis plus que 10 ans. Le problème est le suivant. Il ne faut pas masquer le problème de la réforme de la justice. Parce qu'une économie ne peut pas fonctionner sans une justice. Et aujourd'hui, personne n'a voulu. Quand on est dans l'opposition, on appelle à l'indépendance de la justice. Quand on prend le pouvoir, on oublie ça. Ce problème, on a un problème réel avec cette histoire-là. Et donc, pour que la Tunisie revienne sur la scène internationale. En tout cas, vous ne faites pas confiance à Kais Saied pour faire ces réformes. Mais ni à Kais Saied, ni à la classe politique dans une grande partie. Il faut que les gens prennent conscience. Si Kais Saied, demain, décide de renouer avec l'Union européenne, avec la communauté internationale, et pourquoi pas, si les autres qui ont gouverné avant, qui nous disent qu'ils ont fait des erreurs et qui reviennent dans les standards internationaux, très bien.
Le problème n'est pas personnel. Le problème, c'est une conception qui est complètement erronée, qui est contre-productive. Alors, en parlant de réformes économiques, bien évidemment, les réformes économiques, elles sont urgentes aujourd'hui, mais elles étaient urgentes il y a 3 ans, elles étaient urgentes il y a 5 ans, et elles étaient urgentes il y a 10 ans. Enfin bon, là, il est au pouvoir depuis un petit moment. Bien évidemment, ça aurait pu être sa priorité avant la réforme de la Constitution. Économique. Alors peut-être qu'il faut aller plus vite, mais il fallait aussi aller plus vite avant. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il hérite des situations économiques très compliquées. Il est au pouvoir, bien évidemment, il y a des priorités. Nous pensons, nous, que la priorité aujourd'hui, elle est institutionnelle, elle est politique. Ça n'empêche que les réformes économiques sont très importantes et très urgentes. Il faut les faire dans le temps qu'il faut. Il faut aller vite. Mais le plus important aujourd'hui, c'est de mettre en place une nouvelle constitution, un nouveau système politique, un nouveau système électoral. Jawar bin Moubarak, pour reprendre le titre de cette émission, quel est l'avenir de la Tunisie de Kais Saïed? D'abord, un petit mot sur la question de Nahda. Oui. Le vrai opportunisme et l'arrivisme, c'est de soutenir un pouvoir populiste. C'est ça le véritable Il applique le programme qu'on a eu en 2020. Et de deux, moi j'étais contre Nahda quand elle était au pouvoir, et maintenant je suis contre le pouvoir toujours. Donc vous voulez que le terrorisme vienne par là ? De quel côté je suis. Et puis, je rappelle simplement que nous n'avons pas eu d'assassinat politique depuis 2012. Alors arrêtons de surfer sur c'était 2013 le dernier, ces instincts. Et 2014 même. Et puis sur juste quelques mots sur la question économique. D'abord, j'aimerais, non mais vraiment sur l'avenir démocratique. Besoin. Sur la démocratie, parce que je voudrais qu'on conclue justement sur cette question de démocratie. Puisque c'était le modèle, c'est ce modèle original de la Tunisie pendant les révolutions arabes. Oui, je pense simplement que Kais Saïed est une parenthèse dans la transition démocratique. C'est un obstacle à la transition démocratique, c'est un obstacle passager, que la lutte va continuer, que son programme va échouer parce que je pense que les Tunisiens profondément sont attachés aux valeurs démocratiques, aux valeurs républicaines et à l'état de droit. Alors je pense qu'en fin de compte, Kais Saïed n'a pas de perspective, son projet n'a pas de perspective, et ça se voit, les indices de cette déchéance, ils sont là. Il y a plein d'indices sur la question de sa popularité, sur l'adhésion des partis politiques et des forces politiques et des forces de la société civile au projet de Kais Saïed. Il est maintenant isolé à l'intérieur, isolé internationalement, et son projet se heurte à un refus général en Tunisie et à l'international aussi. Donc je pense qu'il y aura bientôt un retour à la démocratie, mais un retour aussi aux réformes, parce que c'est ce qu'attendent les Tunisiens, c'est de véritables réformes. Deux scénarios, un scénario de très grande instabilité, parce que ce dont on n'a pas parlé, c'est les conditions de vie des Tunisiens. C'est le blé dur, le blé tendre, c'est-à-dire le couscous, le pain et les pâtes, qui vont devenir inabordables. Et donc ça crée les révoltes du pain, les émeutes du pain, les Tunisiens s'en souviennent. Donc il y a ce scénario-là, très, très, très dangereux. Et maintenant, il y a un autre scénario, c'est la tentation autoritaire, ou plus qu'autoritaire, la dictature. Soit c'est Kais Saïed qui va au bout de son processus, soit c'est quelqu'un d'autre qui vient et qui dit écoutez, merci monsieur, à bientôt, et qui prend la place. Et ça, c'est un très grand risque. Et donc, je crois vraiment qu'il faut réouvrir le dialogue avec les partenaires internationaux qui financent la Tunisie, et la Tunisie devrait les en remercier, réouvrir le dialogue avec les Tunisiens pour maintenant apaiser les tensions et très très vite relancer la machine économique qui est complètement à l'arrêt. Merci beaucoup, Hakim El Karoui, d'avoir été avec nous. Merci à vous, Abdelmajid Ajmi. Merci d'avoir été avec nous en duplex de Tunis, Jawar bin Moubarak. Et merci à vous, Majid Bouden. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24. Vous pouvez retrouver le débat sur notre podcast. Restez avec nous.